commence? Oui. Allez, écoutez, bonjour à tous, bienvenue au sein de ce cycle de conférences intitulé « Il sera une fois la transformation digitale dans les entreprises » organisé par le cabinet Upstep. Je profite de cet événement pour vous adresser au nom de toute l'équipe du cabinet Upstep une très belle année à tous, donc chers participants et donc à vous, mes invités qui me font l'honneur d'être à mes côtés aujourd'hui. Nous allons commencer donc notre conférence. Peut-être avant toute chose, vous laisser la possibilité de me dire que vous nous entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Donc pour cela, utilisez votre fenêtre de chat qui est située en bas à gauche de votre écran. Voilà, me dire que vous nous entendez bien, que vous voyez bien notre écran. Et puis voilà, sachez que pour l'organisation de ce webinaire, donc vos micros sont coupés, vos webcams également, mais donc pour poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire à nos invités, je vous invite donc à utiliser la fenêtre de chat. Alors cette table ronde aujourd'hui est réalisée grâce en fait à l'accueil et à l'infrastructure du Life Hub de Lyon du groupe Bayer. Donc nous remercions infiniment pour héberger cet événement. Nous sommes dans des très beaux locaux et nous sommes ravis de ça. Sachez donc qu'un replay de la séance sera mis à votre disposition si vous avez envie de revoir ou de partager ce contenu. Nous enverrons un lien pour ça. Et vous recevrez également un mail avec un quiz. Donc voilà, une manière ludique de prolonger cette conférence et puis de tester votre niveau de maturité sur la transformation digitale. Sachez aussi que le cabinet Upstep est assez sensible à sa démarche sociale et solidaire et que donc un don sera versé à chaque quiz rempli à l'association lyonnaise Handisport. Donc n'hésitez pas à faire le quiz et à le faire largement auprès de votre entourage professionnel. Alors, un petit mot sur l'agenda en fait de notre session. Donc, on commencera par quelques mots d'introduction sur le thème de cette conférence, donc stratégie et digitale, comment créer de la valeur. Et puis, dans un second temps, nous aborderons le thème de la transformation digitale et voir comment nos invités s'emparent de ce sujet et notamment leur organisation respective. Nous poursuivrons sur un temps un petit peu plus, je dirais, spécifique sur leur récit d'expérience de projet de transformation digitale. Et puis, nous verrons ensemble si finalement ces projets sont des projets comme les autres pour rebondir sur un avant-dernier chapitre autour de la création de valeur. Pourquoi finalement c'est un sujet dans la transformation digitale et nous laisserons les quelques mots de la fin à nos invités aujourd'hui. Alors je me présente à vous rapidement. Donc je m'appelle Hélène Noguès-Brunet, donc je suis consultante au sein du cabinet Upstep. Je suis en charge du déploiement opérationnel de projets et j'ai une expertise un peu plus approfondie sur la conduite des projets d'innovation et de transformation digitale, avec un focus aussi sur le change management en l'occurrence. Alors quelques mots sur le cabinet Upstep rapidement. Donc nous sommes un cabinet lyonnais de conseil dans l'accompagnement de la mise en œuvre des stratégies, des projets de transformation en alliant le pilotage projet et la conduite de changement. Alors, grâce à nos expériences multiples, aujourd'hui, on a développé une approche, je dirais, pragmatique et agile dans la mise en lien entre la stratégie et les résultats opérationnels, et notamment pour les projets de transformation digitaux, pour accompagner les décideurs et les acteurs de la transformation à se positionner et à passer à l'action sur un certain nombre de leviers de leur transformation que vous voyez ici sur cette slide. Donc des environnements industriels complexes, variés, c'est dans ces contextes-là que on évolue avec méthode et rigueur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Servan et Didier Champeau.
Merci encore à vous deux de nous faire l'honneur de votre présence pour ce premier atelier. Et peut-être commencer par nous dire, alors Catherine, honneur aux dames, Didier, vous m'en voudrez pas, mais voilà, peut-être quelques mots rappeler s'il fallait le faire des activités du groupe Bayer, et puis nous expliquer en quoi finalement aujourd'hui vous, au sein de votre organisation, vous participez à cette stratégie de transformation. Quel est votre rôle et votre mission, vos enjeux? Bonjour, alors tout d'abord, on est vraiment ravis de vous accueillir, donc je le redis. Bayer, c'est un groupe qui crée des solutions pour la santé humaine et santé des plantes. Pour ma part, je suis dans un groupe qu'on appelle CLS, Computational Life Science. C'est de l'informatique, mais vraiment appliquée à la recherche, et en particulier au digital dans la recherche, bioinformatique, cheminformatique. Voilà, c'est vraiment dans le pipeline de recherche pour trouver, en l'occurrence, des petites molécules actives dans la santé des plantes et pour protéger les plantes contre les champignons, en particulier ici à Lyon, dans le centre de recherche de la Dargoire. Ce groupe auquel j'appartiens, il est quand même global, puisque c'est la recherche globalement au-delà de small molecules. Voilà. Et puis, alors, pour parler de Bayer un petit peu et du digital, puisqu'on avait préparé ça, il y a des secteurs de Bayer qui sont déjà en train de vendre des services digitaux, notamment Climate Corp, qui vendent des solutions de digital farming pour les agriculteurs. Donc, eux, ils sont complètement dans le digital. C'est des sociétés avec que des gens digitaux dedans. Nous, c'est vraiment important et c'est la stratégie du groupe aussi d'aller dans ces directions-là. Et ça se décline aussi dans la recherche où on met en place cette transformation digitale à l'heure actuelle. D'accord. Voilà. Et alors donc, votre rôle, vos enjeux au sein de... Alors, j'ai été pendant 3 ans dans une fonction qui était pour rechercher l'innovation au niveau des partenaires extérieurs, donc universités et puis start-up, en l'occurrence, pour aller identifier les modèles d'innovation qui seraient implantables dans le pipeline de recherche un peu plus classique et on va dire booster cette acceptation ou ces nouveaux modèles digitaux. Alors ça peut être par exemple des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous proposeraient des molécules automatiquement. Ça peut être du phénotypage, et j'y reviendrai avec les exemples. Voilà, il y avait plein d'exemples et donc il faut à un moment passer du temps à identifier ces solutions et les rapatrier. Donc j'ai récemment changé et maintenant je suis en transformation digitale et collaboration. Donc là c'est aussi aller insuffler cet esprit digital, proposer les formations adéquates à tous les niveaux et puis collaborer entre nous pour participer et profiter des bonnes expériences de chacun. Voilà. Très bien, donc faire avancer le digital au sein de l'organisation. Tout à fait. Alors peut-être Didier, le même exercice, nous rebalayer rapidement les activités du groupe Schneider et puis vous, votre rôle au sein de cette organisation. Oui, déjà bonjour à tout le monde présent dans l'Agora et également connecté. Donc effectivement, Didier Champeau, je fais partie de Schneider Electric. J'ai un rôle chez Schneider Electric de proposer et de prescrire des solutions innovantes de Schneider Electric. Schneider Electric étant un groupe mondial, nous avons donc une expertise dans la distribution électrique. On fabrique et on distribue des produits d'électricité, d'automatisme pour des clients industriels. On nous connaît beaucoup dans ce domaine-là, dans ces deux domaines de distribution électrique et d'automatisme. Et il faut savoir qu'en tant qu'industriel, puisqu'on a des usines, on en a 200 par le monde pour fabriquer les produits, on est un industriel et on a donc également abordé la transformation digitale sur nos sites industriels et ce sont ces solutions que l'on va proposer à nos clients. Donc moi j'ai un rôle commercial après avoir eu un rôle technique. Pendant un certain nombre d'années j'ai été expert technique, chef de projet et maintenant dans ma fonction commerciale je suis au carrefour des entités marketing, des entités R&D, innovation et également donc en charge du suivi commercial de certains clients pour pouvoir leur transmettre ces solutions innovantes que Schneider Electric distribue. Voilà. Très
bien. Alors, si on reprend effectivement l'intitulé de cet atelier, stratégie et digitale, hein, comment créer de la valeur, en fait, nous avons volontairement, je dirais, dissocié ces deux notions de la stratégie et digitale. Ici, l'idée, c'était vraiment, je dirais, de positionner notre parti pris chez Upstep, de savoir que le digital doit se rendre en fait, au service de l'organisation, de sa performance économique, financière en l'occurrence, et non l'inverse. Alors on sait aujourd'hui, on a déjà partagé un petit peu ça ensemble, mais que le champ des possibles s'avère en fait immense, que le sens de l'histoire de cette révolution numérique peut parfois nous pousser, se sentir obligé finalement d'y aller, sans même avoir le sens de la transformation à opérer ou le gain attendu, et que du coup, on peut rencontrer, nous, assez souvent encore, peut-être trop souvent encore chez nos clients, le fait de faire du digital pour du digital. Et là, ça peut être assez vite source soit de déception ou de projets qui finalement ne livrent pas toute la valeur attendue. Alors, on reste convaincus tous ensemble, hein, évidemment, que cette transformation est un vrai vecteur d'accélération et d'opportunité sur la performance des organisations. Pour autant, se poser la question, est-ce que ces projets, ces projets de transformation digitaux sont comme tous les autres projets de transformation que connaissent les industries. Ça, on verra ça ensemble, effectivement, au cours notamment de vos expériences. Alors, au moment finalement où se termine le CES 2020 de Las Vegas, qui a rassemblé les plus grands acteurs et solutionneurs du digital, de l'intelligence artificielle, il nous avait apparu important justement de repositionner le sujet de la transformation sur le prisme de la création de valeur, de pouvoir justement peut-être piloter et mieux saisir les opportunités et évaluer en tout cas les gains et le retour sur investissement engagé. Donc les équipes de direction qu'on accompagne souvent chez Upstep de vous confier, qui sont quand même bien conscients en tout cas de cette idée de faire le tri, de bien dissocier et identifier, comme vous disiez Catherine tout à l'heure, identifier finalement les projets qui vont être les plus pertinents, les plus sources de valeur pour l'entreprise et son écosystème. Et que ça, effectivement, cette transformation-là, elle ne peut pas s'appliquer de façon standard à toutes les entreprises puisqu'elle revêt un profil et un visage très différents en fonction des contextes, des secteurs d'activité, des entreprises même, de la culture, de leur maturité digitale, et qu'on se doit effectivement d'avoir une vision assez claire sur ce que l'on cherche, ce que l'on souhaite obtenir, et donc comment on veut justement faire avancer le digital dans cette organisation et dans cette transformation. Et finalement, ce qui est assez nouveau, et vous me direz ce que vous en pensez, dans cette révolution qui se met en œuvre, qui est en marche, c'est le rythme finalement qui est aujourd'hui à saisir par les organisations. C'est ce qui est assez nouveau finalement. C'est qu'aujourd'hui, par la capacité technologique qui nous est aujourd'hui présente sur le marché, c'est que finalement on est contraint de s'adapter à ce rythme-là et qu'il est difficile aujourd'hui de prévoir ce qui va se passer dans 2-3 ans, ce qui sera finalement mon entreprise dans 2-3 ans. Et c'est ce que me confie un dirigeant encore tout récemment, c'est que les enjeux aujourd'hui, c'est cette agilité, cette adaptation, c'est vraiment des compétences clés qui vont se mettre en œuvre et comment être confortable avec de l'inconfortable. J'ai trouvé cette citation assez pertinente. Qu'est-ce que ça vous évoque justement ces premiers éléments de partage qu'on peut avoir avec nos clients, cette transformation? On est vraiment d'accord sur la rapidité, l'adaptation continue qu'on a à déployer pour suivre ce qui se passe. Alors, en particulier quand on est en contact avec le monde externe, comme je l'étais sur le rôle de portfolio, en fait, les startups, les universités ont un mode agile super rapide. Et en tant que grand groupe, on va avoir des métiers particuliers qui n'existent pas, qui sont aussi du suivi digital, par exemple. Il faut se l'approprier, avoir cette curiosité et cette adaptation continue
sur ce qu'on peut envisager de faire et comment on peut envisager de le faire. Voilà. Moi, je suis plutôt optimiste sur ce côté-là, mais c'est vrai que ça demande une agilité et un apprentissage continu. Voilà. Effectivement, les grands groupes doivent s'appuyer sur les startups qui sont plus agiles. Quand on est un grand groupe comme Bayer ou comme Schneider Electric, on a effectivement des processus de qualification interne qui parfois sont des freins à cette évolution et on s'appuie beaucoup sur les startups. On a des incubateurs au sein de nos groupes pour pouvoir effectivement profiter de la valeur et de cette spécificité qu'ont les startups. On a des processus d'open innovation qui se mettent en place mais qui sont tout nouveaux et effectivement quelque part on apprend à marcher en même temps que l'on marche. Donc c'est effectivement le quotidien aujourd'hui de nos dirigeants mais des collaborateurs des entreprises. Alors si je vous demande par exemple, vous Catherine, comment est né et pourquoi finalement le groupe Bayer s'est saisi de ce sujet de sa transformation digitale, si vous nous dites 2-3 mots comme ça sur cette genèse, sur l'arrivée de cette démarche. Alors au niveau global, déjà c'est très très clair, on développe des solutions digitales qui sont des solutions vendues, qui seront nouvelles, qui ne seront pas les molécules qu'on vendait jusqu'à présent, mais qui sont des solutions globales avec du digital à l'intérieur. Donc ça, c'est une chose. Et après, dans chaque processus, donc dans le processus de recherche qui est très normé, parce qu'on a des études réglementaires à faire derrière, que ce soit en pharma ou en crop science, en fait, à ces niveaux-là, le digital intervient aussi. On arrive à le mettre dans chacun des processus, chimie, biologie, biochimie. Et c'est super important de se l'approprier aussi à ces niveaux-là de la société. Alors, et la création de valeur dans ce cas-là est liée à l'innovation ou la rapidité d'innovation qu'on va pouvoir développer. D'accord. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, le Life Hub porte cette dynamique-là Alors oui, c'est un des outils qu'on utilise. Et en l'occurrence, on a un outil formidable avec ce lieu. Et puis, finalement, ce qui véhicule aussi comme dynamisme et comme image. Donc, on a la possibilité d'accueillir des startups. On en a une, en l'occurrence, depuis début janvier, c'est GenCovery. Ils font de la biologie des systèmes assistés par intelligence artificielle. Voilà. Et en fait, on a à la fois un parti pris d'innovation et de dialogue. Et c'est l'innovation en particulier sur le digital. Et c'est de la co-création avec... on passe les portes du centre de recherche, là. Ouais. Et ça sera de la co-création avec les équipes. Et ça, pour nous, c'est vraiment une valeur inestimable parce qu'on apprend d'eux. Ils peuvent apprendre de nous aussi. Et c'est un échange. Donc voilà, vraiment innovation ouverte. Et vous, Didier, alors sur l'histoire finalement de la transformation digitale au sein du groupe Schneider, c'est né comment? C'est arrivé pourquoi finalement ils se sont saisis de ces enjeux-là? Alors c'est vraiment un projet d'entreprise qui a été impulsé par notre PDG, Jean-Pascal Tricoire, il y a à peu près 8 ans, où il a demandé à l'ensemble des fonctions donc, de l'entreprise, que ce soit R&D, que ce soit production, que ce soit relations clients ou même fonction commerciale, de s'accaparer de ces technologies innovantes, de la transformation digitale pour être encore plus performant. Pour pouvoir effectivement profiter des valeurs technologiques qu'apporte l'innovation, et on en parlera, dans tous les domaines de l'entreprise. Même nous, fonction commerciale, on a quelque part adopté des outils numériques qui nous ont changé notre quotidien. Alors justement, concrètement, un exemple sur cette fonction commerciale, qu'est-ce que ça a pu nourrir comme ambition ou comme... Alors, effectivement, la fonction commerciale reste une relation humaine entre individus, ça ne change pas. Par contre, on a, sur un certain nombre de sujets, je vais prendre par exemple les catalogues papier. Avant, moi, j'ai fait pendant une dizaine d'années la fonction commerciale. J'avais, il y a quelques années, un carton dans ma voiture, comme mes collègues, avec les catalogues. Et j'allais chez les clients, je donnais un catalogue aux clients. Aujourd'hui, nous n'avons plus de catalogue papier, nous avons des catalogues numériques et lorsqu'un client nous demande effectivement un catalogue, on lui fournit un lien ou un fichier PDF de façon à ce qu'il ait l'information sous forme numérique. Donc, je ne vous cache pas qu'au départ, c'était vraiment perturbant pour les équipes de vente. En tant que commercial, j'étais un peu gêné de ne pas avoir quelque chose à fournir à mon client. Donc, c'est un certain nombre de freins, mais
quand on regarde bien, il y a des valeurs qui sont apportées. Typiquement, aujourd'hui, quand le client recherche de l'information, il ne cherche pas seulement les caractéristiques techniques, il cherche également à pouvoir récupérer les données d'encombrement, les données électriques du produit pour pouvoir les insérer dans un schéma électrique. Donc, quelque part, il va profiter du fait qu'on est sur des données numériques pour pouvoir les mettre dans son outil de CAO électrique. Automatiquement. Il y a une certaine continuité de la donnée, la continuité numérique on appelle, qui apporte de la valeur au client. Sans parler du fait qu'aujourd'hui on est tous équipés d'éléments et d'outils mobiles. Un catalogue sous forme PDF, on peut l'avoir partout. On peut en avoir 10, 15, 20. Sous forme papier, c'est des documents qui sont lourds et on ne pouvait pas les transporter. Et je passe le côté écologique. Quand on a des catalogues papier, forcément, on a une empreinte carbone qui est importante. Et parfois, on a des catalogues qui ne servent à rien dans les bureaux d'études. Donc aujourd'hui, voilà, même dans les fonctions commerciales, l'évolution et la transformation numérique a toute sa place. Est-ce que si je reviens justement sur cette double notion qu'on a vue en introduction de stratégie et de digital, est-ce que vous avez eu le sentiment vous, au sein de vos organisations et puis des départements qui portent cette transformation, que justement il y a eu un intérêt à l'alignement entre une stratégie, un pilotage de la valeur, une identification d'une création de valeur, d'un gain, parce que on le sait, c'est des investissements effectivement quand même assez importants pour se transformer sur ce volet numérique. Et est-ce que il y a eu cette préoccupation finalement d'avoir une stratégie alignée avec les projets et d'avoir priorisé les bons projets, les avoir suivis ou pas suffisamment? Qu'est-ce que vous diriez? Alors effectivement, c'est une clé de succès quand on aborde ces transformations d'organisation, c'est d'accompagner l'humain parce qu'il y a des freins au changement et il faut vraiment qu'il y ait une communication qui soit là pour accompagner et vraiment guider et montrer les perspectives et les intérêts et les valeurs de cette transformation numérique. Elles ne sont pas forcément pertinentes, visibles par les collaborateurs à première vue, mais en les expliquant, en les mettant en œuvre et aussi avec les jeunes collaborateurs qui arrivent, on se rend compte effectivement de tout l'intérêt de cette transformation et de ces outils numériques. Oui, je dirais que ce qui est vraiment important, c'est l'appropriation. D'où la stratégie qu'on avait mis en place aussi de se dire on va mettre le pied à l'étrier en proposant des projets pilotes. Des projets pilotes qui vont ouvrir l'esprit en fait sur des technologies. Parfois pour se dire non, finalement elle n'est pas assez mature pour mon projet, ou à l'inverse dire mais en fait ça c'est possible et tiens, au final peut-être que c'est sur ce domaine-là exactement que j'en ai besoin pour créer de la valeur et c'est ça qui va me faire gagner le plus de temps. C'est peut-être pas forcément ce que au début on avait pensé. Voilà. Et finalement cette appropriation elle passe aussi par enlever les barrières de finalement je suis pas compétent pour le faire. Si, on va apprendre tous ensemble, on va profiter des collaborations pour tous pédaler dans le même sens et ajouter des cordes à son arc pour mieux comprendre ces technologies qui parfois peuvent faire peur, je trouve souvent. Pas pour Nexian, mais bon. Peut-être se dire qu'elles ne sont pas appropriées à mon écosystème, ou à mon activité, mes métiers. Oui, alors je peux comprendre ça, mais en fait, je trouve qu'il faut dépasser ça pour aller aussi sur la curiosité et inventer, parce qu'on est ici en recherche, il faut de l'innovation, quoi. Prendre des risques à un moment en se disant, il faut que je le teste. Tout de même, alors oui, il faut que ça crée de la valeur, mais il faut que je prenne le temps de le tester parce que si ça se trouve, c'est ça qui va m'aider à prendre mes meilleures décisions plus vite dans le futur. Donc, vous avez un exemple peut-être en tête de projet que vous avez conduit Alors, on va revenir sur celui du phénotyping. Donc, en fait, ici, sur le centre de recherche, on recherche des molécules qui soient actives pour contrôler les maladies des plantes. Et là, on a un exemple avec la rouille du soja ou la rouille du haricot, en l'occurrence. Donc, là, les objectifs au départ, c'est de se dire, en fait, ici, on mesure visuellement la quantité de maladies sur la plante. On regarde la plante, on se dit,
Alors, elle a 10%, 80% de maladies, et on cherche évidemment les produits qui vont supprimer la maladie. Initialement, c'est fait visuellement, hein, avec le type d'abac que je vous ai dessiné. Alors, c'est un petit peu plus... on a des formations informatiques, mais voilà, à la base, c'est ça. Ça date des années 70. C'était fait par ordinateur aussi. On dit, alors combien ça mesure exactement la maladie sur la feuille de la plante? Et aujourd'hui, on se dit, ça peut être fait par intelligence artificielle. Donc, on s'est rapproché d'une start-up qui s'appelle Carbon Bee, qui est dans le sud de Lyon, à Valence. Où ils appliquent ça pour détecter les mauvaises herbes, aussi dans les champs, pour pouvoir sprayer de façon tout à fait en précision, en fait, et pas appliquer le produit partout. Et puis, on s'est approché d'eux, puis on leur a dit, bon, alors vous avez l'expérience là sur cette analyse d'image en intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait... alors, c'est ça qui était le plus délicat. Est-ce qu'on pourrait, sur la plante entière, donc faire comme un humain qui va regarder la plante, pouvoir la tourner, pouvoir tourner les feuilles. Ouais. On est sur quelque chose qui est biologique. Les plantes, elles ne poussent pas toutes pareilles. Donc, il y a quand même, au niveau analyse d'image, des barrières à passer qui, jusqu'à maintenant, avec l'analyse d'image classique, a été difficile à franchir. Avec l'IA et avec beaucoup d'apprentissage, on s'est rendu compte que c'était possible. Donc ça, c'est un projet qui a marché, où on peut être sur la plante entière et calculer le pourcentage de maladies. Alors au-delà du résultat finalement, je dirais, technique qui a été déployé, vous dites que c'est un projet qui a marché. Qu'est-ce qui finalement s'est révélé être facteur clé de succès dans ce projet ? Alors ça a été au niveau humain beaucoup d'interactions. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils se mettent à notre portée pour comprendre exactement ce qu'il fallait faire. Il y a eu de la surprise et des moments aussi où quand Carbon Bee nous a dit « Ah non, mais là, il va falloir annoter manuellement 200 images parce qu'il nous faut la base de données initiale. » Et alors là, ça prend du temps, hein. Ça nous a mis, on s'y est mis les matinées, on a mutualisé le travail, etc., pour pouvoir faire cette annotation qu'on transfère à la machine pour qu'elle puisse apprendre. Et ça, c'était une surprise au niveau des collaborateurs, mais maintenant, ils le savent, ils se sont appropriés ça, et on va dire que ils sont ouverts à aller faire d'autres choses. Donc typiquement, il y a d'autres moments du process, comme par exemple la sélection des plantes, pour aller sur les robots automatisés, où ils se sont dit, en fait, on a pu apprendre à la machine à reconnaître la maladie. On va lui apprendre à reconnaître les plantes les plus homogènes possibles pour que ça améliore notre process. Donc ça, c'est énormément de valeur créée, en fait. D'accord. Vous, Didier, vous avez aussi un exemple comme ça en tête, peut-être même plusieurs, de projets qui sont nés avec des attentes précises, des gains identifiés ou... Alors, effectivement, je vais prendre un exemple qui est notre usine du Vaudreuil. Donc, c'est une usine de production, on fabrique des contacteurs. Donc, quelque part, cette usine, pour nous, a été l'occasion de tester des briques technologiques. Hein. Avant de les proposer à nos clients, on les a utilisées, mis en œuvre dans notre usine, de façon à pouvoir en tirer un bénéfice et à proposer ces valeurs à nos propres clients. Donc, ce n'est pas une usine récente, hein, elle date des années 75. Donc, c'est déjà le premier point qu'il faut souligner, c'est que lorsqu'on parle de solutions innovantes, on n'est pas forcément sur des usines neuves. On peut être effectivement, et c'est tout l'intérêt de ces technologies, sur des installations existantes. On va pouvoir comme ça équiper des installations, les moderniser et rendre l'outil de production plus efficace, plus souple, plus agile, compétitif par rapport effectivement aux usines de par le monde, puisqu'aujourd'hui on est dans un domaine, la partie production, où on est en concurrence, en compétition au quotidien avec des usines qui sont en Chine, en Inde, avec des coûts faibles. Donc quel est l'intérêt effectivement et quels sont les apports et les bénéfices qu'on va tirer de ces projets de solutions innovantes? En le mettant en place à l'usine du Vaudreuil, on a pu effectivement refaire un bilan de toutes les valeurs que apporte le digital. Et je dirais, a priori, est-ce que ce bilan a été fait? Vous aviez déjà quand même des objectifs qui étaient fixés ou voilà, on était plutôt sur une démarche de test and learn finalement? Alors, on a effectivement procédé par plusieurs chantiers avec des collaborateurs. Hein. On a effectivement mis en œuvre, par exemple, des solutions sur la maintenance
pas seulement avec des équipes de maintenance, mais le premier intérêt, c'était de mélanger, c'était de casser les silos, comme le disait Catherine, des équipes de maintenance, des équipes de bureau d'études, des ressources humaines, parce que tous ces projets de changement doivent être accompagnés par les ressources humaines. Et on a avancé avec des projets et on a tiré effectivement des bénéfices, par exemple sur l'efficacité énergétique du bâtiment, en équipant le bâtiment de capteurs, en identifiant les consommations. Ça a été déjà un premier bilan, connaître nos consommations, avant de rentrer dans un processus vertueux d'amélioration grâce aux technologies, grâce aux logiciels qui vont nous permettre d'agréger des bases de données qui sont hétérogènes. Quand vous commencez à réfléchir et à avoir des données de votre machine, des données météo, des données de production, et avec les outils informatiques que nous avons, on va pouvoir en tirer de l'enseignement utile aux responsables de production. Alors justement, si on prend l'exemple que vous figurez là sur cette slide de maintenance, je vois donc la notion de maintenance prédictive. Donc ça a été un projet de transformation important. Ouais. Important, effectivement. Alors, de façon synthétique, voilà, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? Oui, alors on va dire aujourd'hui, pour un responsable de production, ce qui peut lui arriver de pire, c'est quand sa machine tombe en panne au mauvais moment. Donc la maintenance prédictive consiste à identifier, à avoir des données utiles à l'opérateur de production pour savoir à quel moment il doit changer une pièce et pouvoir garantir qu'il va pouvoir faire le changement au moment où ça lui pose le moins de problèmes. Donc, en 2 mots, par exemple, nous avons équipé une machine de capteurs de température, de capteurs de vibration. Nous avions des données de cette machine, de la rotation, par exemple, c'était une bobineuse donc qui tournait avec un moteur. Donc, les données existantes plus les données nouvelles ont permis à un logiciel donc d'apprendre, de créer ce qu'on appelle un jumeau numérique de la machine avec des modèles mathématiques, des algorithmes. On a créé le modèle mathématique parfait de la machine en bon fonctionnement. Et ce même logiciel, passé en mode exploitation, va comparer à tout moment les données temps réel et les données qui sont issues de ce modèle mathématique. Et lorsque la dérive est trop importante, à ce moment-là, on va fournir une information à l'opérateur en lui disant, ben voilà, là, tu as 4 heures de bon fonctionnement garanti, au-delà duquel la broche numéro 2 présente des signes de défaillance. Et c'est l'opérateur qui va prendre la bonne décision. Il va dire, ben moi j'ai un changement d'outillage dans 2 heures, je peux continuer comme ça, je ne crains rien. Et dans 2 heures, je demanderai aux équipes de maintenance de changer la pièce pour pas qu'elle tombe en panne lors d'un cycle de production. Donc là, on sent effectivement, on sent bien, alors on n'est pas à la place de vos opérateurs, mais on sent bien qu'il y a effectivement de la valeur qui a été créée dans ces équipements et cette technologie. Mais est-ce que vous avez réussi à la quantifier? Est-ce que ça a été effectivement valorisé justement auprès de... Alors peut-être de vos responsables, évidemment, et puis des collaborateurs ensuite? Alors effectivement, cette machine qui était une machine critique, puisqu'elle intervient dans le process, elle tombait en panne une fois tous les 2-3 mois. Et quand elle tombait en panne, c'était parfois au mauvais moment, 60 000 € d'arrêt de production, dans le pire moment, quand ça tombait en panne. Depuis que nous avons fait l'implémentation de cette maintenance prédictive, donc ça fait maintenant 1 an et demi, elle ne tombe plus en panne au mauvais moment. On n'élimine pas la panne. On va intervenir avant que la panne se produise et avant qu'elle intervienne au mauvais moment. Voilà un exemple de projet de maintenance prédictive pour aider les personnes de production. Est-ce que je vous bouscule un petit peu, mais vraiment rapidement, est-ce que vous avez des contre-exemples finalement de projets où là, pour le coup, la valeur n'a pas été délivrée ou c'est un peu encore en développement, ou est-ce que vous avez ça en tête? Alors, oui, j'ai un exemple. Alors, chez un client, donc je vous me permettrai de ne pas le citer, mais c'est un projet d'envergure. C'est un client qui a souhaité aborder la transformation digitale et quelque part, trop de personnes étaient impliquées. Il y avait une 40aine de fournisseurs impliqués sur le projet, ce qui fait que le projet n'a pas abouti. On a fait beaucoup de réunions, beaucoup de scénarios, de perspectives, et le projet aujourd'hui est toujours d'actualité, mais a changé un peu d'envergure. Parce que quelque part, je pense que la stratégie n'était pas bien définie. Le gap était trop important. Donc, on n'arrivait pas effectivement à mettre en œuvre des solutions. Je pense que des projets de transformation digitale passent aussi parfois par se rendre compte, donc un audit de maturité numérique qui nous permet de rendre compte de l'état où on est et qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en œuvre pour arriver à un état défini par le responsable de l'entreprise. Et
après, procéder par palier. Hein, et on va faire des mises à l'échelle. On va réaliser un premier projet à petite échelle. Et puis, si ce projet donne satisfaction, eh bien, on va passer à un projet suivant. Et là, par exemple, pour être plus dans le concret, quelle était finalement la marche à monter ou qu'est-ce qui s'est révélé trop? Alors, dans le cas que je citais, le client voulait mettre en œuvre plusieurs projets en même temps. Hein, et il n'était pas capable de coordonner ses équipes et de leur donner la bonne vision pour pouvoir prioriser les projets. Donc, quelque part, je pense que c'est aussi de la responsabilité d'un chef d'entreprise de pouvoir clarifier ses objectifs, hein, les définir. Est-ce qu'il veut travailler sur l'efficacité énergétique, améliorer sa production et de procéder par étapes. Hein. Ne pas faire peur parce qu'effectivement, il y a un côté rupture, il y a un côté qui peut faire peur, comme l'expliquait Catherine, lorsqu'on aborde le projet dans toute sa plénitude. Hein. Donc, step by step est parfois une bonne méthode. Catherine. Et de mon côté, quand on fait du scouting sur des très jeunes entreprises, parfois on a des mauvaises surprises parce que, voilà, on s'est projeté vers des solutions. Nous, on a voulu, par exemple, essayer des solutions hyper spectrales. Alors là, on a beaucoup de difficultés à trouver le bon interlocuteur. Et quand on le trouve, il arrive que la start-up, à un moment, elle fasse bankruptcie et on se retrouve avec un appareil ou une nouvelle technologie qui ne va pas suivre. Ça fait partie aussi de la prise de risque sur l'innovation digitale. On fait le maximum pour le limiter en prenant plusieurs interlocuteurs, en croisant les données, etc. Mais on sait, en fait, quand on va aller dans ces solutions-là, qu'on peut avoir ces questionnements. C'est vrai que, voilà, par exemple, on peut parler des lumières qui équipent les serres. On a des fournisseurs de lumières qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis de nombreuses générations, etc., et qui vont peut-être pas proposer la solution qui permet d'avoir des lampes d'immeuble, de ne pas avoir à changer tout l'équipement d'une serre parce que d'un seul coup, je suis passée de la tomate à la pomme de terre. Donc ça va se retrouver chez une nouvelle jeune entreprise, mais est-ce qu'elle va avoir les reins solides pour nous suivre dans les 10 prochaines années? Ça, c'est un questionnement aussi. Voilà. Et le projet dont vous nous avez parlé tout à l'heure, sur celui-ci, est-ce que finalement il s'est déployé à l'échelle au sein de vos équipes R&D ou comment ça s'est... Alors, il est prévu dans le futur, celui-ci, mais l'apprentissage qu'on en a fait, c'est qu'en termes de capitalisation de valeur, il voulait gagner du temps, parce que le temps, c'est vraiment important dans notre processus de recherche. On peut l'utiliser à des choses où on réfléchit. Plus on a plus de temps. Donc, en fait, ce qu'ils veulent faire d'abord, c'est plutôt l'analyse d'image sur la sélection des plantes, qui prend beaucoup de temps à l'entrée du robot. Et donc ça, en fait, c'est aussi le fait d'avoir fait ce projet-là, il permet de s'être projeté sur ces solutions-là et de savoir qu'on va les implémenter et que ça ne posera pas de problème. Donc, on a des équipes qui sont à fond là et qui vont déployer ça cette année, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ce que vous dites et vous complétez si je trahis vos propos, mais c'était vraiment qu'à partir de ce projet, on a pu revoir un périmètre peut-être plus applicatif et directement avec un bénéfice. Le pilote a ouvert l'esprit et après, on déploie la stratégie en se disant en fait, au final, je vais le faire d'abord sur ça, ensuite sur ça. Et je sais que j'y vais avec déjà des outils et une connaissance en fait des écueils qu'il peut y avoir. Je sais qu'il va falloir que je prenne du temps pour annoter, qu'il faudra que je le mette dans le projet, etc. etc. Voilà. Alors, ces projets de transformation digitale, est-ce que finalement, pour vous, Catherine et Didier, c'est des projets comme les autres ou ils ont peut-être leur spécificité? Qu'est-ce que vous diriez sur ça? Alors, moi, je dirais comme les autres, à ceci près que quand on se lance dans un projet, je sais pas moi, si on doit changer un bâtiment, il nous faudra les gens qui ont la compétence, donc l'architecte, les personnes pour les travaux, etc. Dans le digital, c'est pareil. On va dire qu'il faudra aussi les compétences et les connaissances digitales. Le data steward, des gens qui font les bases de données, des gens qui font de la modélisation. Donc ça veut dire une montée en compétences sur les domaines digitaux. Donc ça, c'est un point, en tout cas, un levier important. Super important, crucial.
Effectivement, aujourd'hui, ces projets de transformation digitale mélangent l'humain et la technologie. Donc, il faut se rendre compte effectivement qu'aujourd'hui, les outils digitaux que nous avons sont déjà dans les mains des particuliers, du domestique, et qu'ils arrivent dans le monde industriel. Et on a effectivement parfois des gens, je vais prendre des collaborateurs qui sont jeunes dans les entreprises, qui savent manipuler les outils digitaux, alors que ceux qui sont en place ont le savoir-faire technique d'une machine. Et on s'est rendu compte, pour l'exemple par exemple du Vaudreuil, où on a mis en place effectivement des équipes projets, et ils se sont produits des phénomènes très intéressants d'un point de vue des ressources humaines, ce qu'on appelle le reverse mentoring, c'est-à-dire que des jeunes qui avaient la compétence sur le digital se sont accaparés les technologies, tout naturellement. Je prendrai le cas d'un exemple sur un poste de montage, d'assemblage. Nous avons aujourd'hui mis en place des tutos plutôt que des documents papier pour décrire les phases d'assemblage d'un produit. Et ces tutos sont faits par des collaborateurs avec une caméra, une GoPro. Ils se filment en train de monter les éléments. Et tout naturellement, quand on a demandé qui se portait candidat, ce sont plutôt des jeunes collaborateurs qui ont dit « Ah, mais moi, ça m'intéresse ». Et les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé ça. Et puis, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si compliqué. Et il y a eu un transfert de compétences de certains collaborateurs, des plus jeunes, plus agiles sur ces outils digitaux, vers des personnes plus matures qui avaient l'expérience de l'outil de production et qui se sont formés entre collaborateurs, entre collègues, sur ces outils digitaux. Donc, on n'est vraiment pas sur des projets où c'est la hiérarchie qui impose des choses, mais on se rend compte que effectivement, les collaborateurs, l'humain a son importance dans ce type de projet. Je ne peux que renchérir la présence des startups ici aussi. Pour nous, un rôle vraiment important, c'est ce reverse mentoring. Donc, quand ils arrivent avec leurs outils digitaux, qui travaillent avec Slack, qui se branchent sur les ordinateurs et tout ça. Parfois, si on fait des projets ensemble, ils nous disent on va s'adapter à vos outils. Et moi, je leur dis non, surtout pas. S'il vous plaît, gardez vos outils. On va essayer de travailler ensemble et de voir comment c'est possible et ce que ça peut nous apporter. C'est ce qu'on se disait, on parlait d'adaptabilité et d'agilité. Donc, est-ce qu'on peut se dire aussi que ces projets de transformation, ils observent peut-être plus le même cycle finalement de pilotage qu'on connaissait, et on est plus sur des modes finalement de management agile, pour adresser peut-être encore mieux ces leviers intergénérationnels ou de croisement des compétences. Bien sûr. Si on regarde quand même le postulat de départ, c'est que une stratégie du digital, je crée de la performance business. Pourquoi aujourd'hui on se dit que c'est important de le regarder et de saisir ces enjeux-là? C'est qu'effectivement nous, dans nos missions, en tout cas chez Upstep, quand on accompagne les clients finalement comme vos organisations, on se heurte quand même assez régulièrement sur l'absence de motivation à ce que ces enjeux de création de valeur, d'identification de quels sont les gains que l'on veut obtenir, et que finalement, on ne l'oublie pas, c'est que ce sont des investissements, quoi. Et il y a un coût direct sur l'entreprise que ces transformations digitales, et que finalement, pour que ces projets-là délivrent tous les bénéfices, il faut qu'on puisse être capable de pouvoir évaluer et valoriser justement ce qui a été gagné, ce qu'on a pu obtenir en ROI, je dirais, positif sur les équipes. Est-ce que justement cette idée que cette promesse de valeur aujourd'hui accompagne les décideurs, accompagne les acteurs de la transformation en interne, est-ce que ça c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, qui peut-être manque un peu, ou comment vous voyez ça? Nous, on a de la chance, c'est totalement porté. Pourtant, on est dans le processus de recherche. Alors, notre création de valeur, elle apparaît 12 ans après la détection d'une première molécule. Donc, calculer un retour sur investissement sur un centre de coût qui est la recherche, c'est assez compliqué. Malgré tout, on est convaincu totalement que ça va
aider à l'accélération de nos processus de recherche, que c'est le futur pour arriver à des décisions plus rapides, moins risquées sur les projets, prédire la toxicité d'un produit pour l'arrêter le plus rapidement possible dans la phase de création. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de discussion et on va dire la façon de mesurer la création de valeur vient plus de l'appropriation de ces outils dans les différents secteurs, chacun des différents secteurs, chimie, biochimie, biologie, et que ça fasse des accélérations sur les systèmes de screening par exemple ou la chaîne globale de phases qu'on peut avoir dans la recherche. D'accord. Voilà. Vous Didier, vous diriez ? Alors effectivement, le retour sur investissement, l'aspect financier a son importance, nul doute. C'est aussi pour cette raison-là que je pense que tous ces projets de transformation digitale passent par un audit au préalable. Il n'est pas question d'aller voir un client et de lui dire, ben voilà, j'ai un catalogue de solutions à vous proposer. Il faut effectivement voir avec le client et comme tu l'expliquais tout à l'heure, Hélène, tous les clients ne sont pas pareils. Le profil n'est pas le même pour tous les clients. Certains vont vouloir travailler sur l'efficacité énergétique parce que c'est des clients énergivores. D'autres vont plutôt travailler sur la gestion des déchets parce que la qualité produit est importante. Donc, je pense qu'avant tout projet de transformation digitale, il faut réfléchir et mettre en place un processus d'audit de façon à identifier quels sont les bénéfices et se rendre compte qu'on va pouvoir faire un projet chez un client de lean management, c'est-à-dire la gestion des flux dans son usine, plutôt que de rajouter une machine, un robot ou une solution de réalité augmentée. Oui, c'est le constat que l'on partage effectivement avec différents de nos clients, que si ce projet de transformation digitale, enfin, ces projets, ils ont de motivants par la nouveauté qu'ils apportent finalement, mais que si cette nouveauté ou si cette innovation ne se pilote pas justement par un certain nombre d'éléments, d'indicateurs d'évaluation de performance ou de gains, ces budgets peuvent être très vite finalement alloués en pure perte, quoi. Ou en tout cas pas avec l'attendu escompté, quoi. D'autant que ces projets sont souvent des projets dans lesquels on va rentrer dans un processus vertueux d'optimisation. Quand on met en place, par exemple, un projet d'efficacité énergétique, on a un gain immédiat au moment où on met en place cette solution, mais on a un gain qui va se retrouver chaque année, parce qu'on va pouvoir avoir des dashboards, des rapports qui vont nous permettre d'améliorer régulièrement et d'être dans un processus d'optimisation. Que ce soit pour l'économie d'énergie, que ce soit pour la gestion des flux, pour la maintenance, etc. Donc il faut avoir cette vision-là, qu'un projet de transformation digitale va permettre sur la durée d'avoir des économies réalisées. Oui, c'est aussi ce que certains nous partagent, c'est de dire sur les projets en fait, où le ROI est direct, où on voit très vite le bénéfice, notamment on va penser aux projets qui concernent l'expérience client, le développement d'applications en l'occurrence, mais cette notion de service, là on comprend très vite la valeur du projet et on a moins de mal à se projeter sur ce qu'on va mesurer, ce qu'on va évaluer. Sur les projets dont on nous partage avec une stratégie plus de trajectoire sur se projeter justement ce que ce sera à 1 an, à 2 ans, avec un ROI indirect, là on est aujourd'hui avec des éléments de mesure plus difficiles, sensibles à positionner pour être certain du gain dégagé. Même si effectivement il reste toujours la possibilité d'aller petit pas par petit pas et de se dire sur ce process-là, je vais gagner ça. Donc là, c'est aussi comme ça qu'on va procéder sur des processus de recherche très très longs. Donc, après, encore faut-il choisir les bons endroits de la chaîne où ça va nous apporter le plus de valeur en fait. Alors c'est vrai que chez Upstep, on a à cœur en tout cas d'accompagner et de procéder sur cette notion de step by step. Je ne vais pas faire le lien avec Upstep, mais ça ressemble quand même bien à ça, avec l'idée que ces projets de transformation digitale se pilotent effectivement par la valeur, mais aussi effectivement par l'humain, puisque on le sait tous, qu'un projet digital sans l'adhésion, l'engagement des collaborateurs, ce sont des projets qui ont du mal
être pérenne finalement donc pour l'organisation. Et que finalement, il y a, comme vous disiez, pas qu'une transformation, il y en a finalement plusieurs. Et qu'il est important de faire cet audit et de bien comprendre d'où je pars, qu'est-ce que je cherche finalement à atteindre. Et pour prioriser, eh bien, il va falloir que je questionne la promesse valeur auprès de ma DSI, auprès des directeurs numériques, auprès des directeurs de la transformation, pour évaluer et avoir le meilleur arbitrage possible. Est-ce qu'on se laisse peut-être les mots de la fin, notamment avec Catherine, mais pas que. Vous avez choisi cette illustration. Oui, donc c'est une spécialiste d'intelligence artificielle en France, Aurélie Jean. Je suis vraiment fan. Voilà, elle donne des cours au MIT et si vous avez l'occasion d'écouter des podcasts, ils sont vraiment sensationnels. Et un de ces petits mots, c'est que les dirigeants, les décideurs, en fait, doivent être éclairés et non éblouis par l'informatique, le digital, etc. Donc c'est bien ça, c'est prendre des décisions éclairées sur ce qu'on va faire et pas se dire je rentre dans le buzzword par l'éblouissement digital. Alors elle va même plus loin parce qu'elle dit que ça s'accompagne aussi par vraiment une formation des dirigeants carrément au code pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses-là, avoir eu un petit peu être allé les mains dans le cambouis. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une jolie formule et que je suis bien. Voilà. Didier, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'être éclairé et non ébloui finalement par toutes ces promesses technologiques? Je pense que c'est effectivement utile, sachant qu'aujourd'hui on parle de transformation digitale ou d'industrie du futur. Aujourd'hui, c'est pas une industrie du futur, c'est l'industrie du quotidien. Hein. On est dans un système d'évolution. Hein. Je préfère le terme évolution que transformation. Hein. On évolue grâce aux technologies et c'est actuel. Et c'est pour être compétitif pour demain et pour améliorer également l'empreinte carbone et aider effectivement à ce que la Terre soit vivable pour les générations futures. Alors tu abordais cette notion de formation, c'est assez osé, former les dirigeants au coding. J'ai quelques chiffres à vous soumettre avant que l'on clôture, quelques chiffres que j'ai récemment eus au travers du SIGREF. Est-ce que vous savez quel est le taux de formation, justement, d'une manière ou d'une autre, des dirigeants des plus grands groupes mondiaux, notamment aux US, sur les outils digitaux? Est-ce que vous avez une idée de ce taux de formation des dirigeants? Je dirais qu'il doit être relativement faible, mais entre 10-15%. Aux US, oui. Plus sur les parties asiatiques, je dirais. Ça, alors sur les US, on est en fait à un taux de formation de ces dirigeants à 40%. Et en effet, sur les pays asiatiques, en l'occurrence la Chine, ce taux va monter à 70%, donc de dirigeants qui ont eu une formation d'une manière ou d'une autre sur le digital. Et en France? Et alors en France, j'aurais pas d'informations sur la France, mais j'ai l'information sur l'Europe. Et là, cette étude nous donne un taux donc inférieur à 10%. Ok, donc on a du chemin à faire, mais ça donne plein d'opportunités. Marge de progression intéressante. Je suis super optimiste là-dessus. Ouais, je pense que en fait, il faut se l'approprier et il y a toute la place pour apprendre parce on sait apprendre. Donc franchement, c'est le moment d'en profiter et puis d'aller s'approprier ces technos-là qui nous ouvrent des portes après et des idées sur la suite. Voilà. Moi, je reste toujours optimiste. Effectivement, et puis à nos managers d'être comme nous dans cette évolution et de s'approprier de ces technologies innovantes et numériques. Très bien, écoutez, je vous remercie chaleureusement encore Didier et Catherine pour être aujourd'hui mes invités. Avec plaisir. Voilà, donc on a terminé aujourd'hui cet atelier qui était autour de la stratégie et du digital au service de la création de valeur. Donc merci à tous
qui avez donc participé depuis votre écran à cette session. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a une séance, en tout cas un lien qui vous permettra d'accéder au replay, ainsi que le test, donc le quiz que l'on a mis en place chez Upstep pour prolonger un petit peu nos échanges. Vous n'hésitez pas à nous contacter, vous avez l'ensemble de nos coordonnées sur cette dernière slide. Si vous avez des réflexions ou des interrogations à nous partager, donc très volontiers on pourra donc y répondre. Et puis on note peut-être la prochaine rencontre autour de ces enjeux de transformation digitale dans les entreprises le 26 mars prochain, où nous aurons là un focus sur les bénéfices collatéraux, comme on appelle chez Upstep, de ces transformations, de ces projets de transformation, avec l'idée de découvrir et de valoriser justement les impacts des projets et en tout cas des implémentations de transformation digitale au sein de l'organisation, en l'occurrence sur les processus, les métiers, tout ce qu'on n'avait peut-être pas imaginé au départ. Je vous remercie beaucoup. Merci. Très bel après-midi à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je sais pas pourquoi tout le monde... C'était bien. Oui, du coup, il s'est mis en Il faut y couper.